6 mois de guerre en Ukraine, le bilan. 6 mois après l'attaque surprise contre l'Ukraine par les forces russes le 24 février, le bilan est sanglant pour les deux camps. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a confirmé cette semaine qu'il avait perdu environ 9000 soldats. Les derniers bilans officiels côté russe font état de 1351 morts, auxquels il faut ajouter 3200 séparatistes du Donbass. Les pertes russes sont probablement 10 fois plus élevées selon les agences de renseignement américaines, qui ne se sont jusqu'ici largement pas trompées. Mais la guerre ne se gagne pas seulement sur les lignes de front. Les reporters de guerre situés à Kiev assistent à la lutte pour conquérir l'opinion publique. En Russie, des enfants grimpant sur des tanks rutilants dans une sorte de foire du trône militariste, le parc patriote. De l'autre côté de la frontière, des enfants sur des chars incendiés et pris à l'ennemi, exposés par les Ukrainiens dans le centre de leur capitale. Combien de ces enfants deviendront orphelins? Personne ne le sait. Pour le Kremlin, l'avancée des troupes est insuffisante par rapport aux objectifs annoncés par Vladimir Poutine au début des opérations spéciales. Et un arrêt des combats est impensable, du moins pour l'instant. L'hiver approche pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ses alliés européens risquent de réduire leur soutien sous la pression de leurs électeurs qui supportent d'énormes coûts énergétiques. Le président Emmanuel Macron a réaffirmé sa solidarité de long terme avec l'Ukraine et a précisé son attachement à l'intégrité territoriale du pays. Le plan initial de la Fédération de Russie s'organisait en forme de coup de poker et était de s'emparer en 3 jours de Kiev grâce à une opération commando aéroportée pour y installer un gouvernement à son profit. Il échoua parce que la CIA avait percé les secrets de l'état-major russe et transféré ses plans opérationnels à l'armée ukrainienne. Cette dernière attendait alors calmement les parachutistes russes sur l'aérodrome des usines Antonov au nord de la capitale, Kiev. L'Allemagne, maillon faible de l'Europe. La période Merkel est terminée et une page d'histoire se tourne. Depuis les années 60, une volonté allemande d'arrimer de force la Russie au reste de l'Europe perdure. Via des importations massives d'énergie et de matières premières, cette période aura duré 60 années. Mais aujourd'hui, l'Allemagne cherche à se débarrasser de son encombrant partenaire énergétique. Sans gaz russe, il n'y a plus d'économie allemande, car plus d'industrie, c'est un fait. L'affaire de la turbine du gazoduc Nord Stream 1 continue de faire couler de l'encre et force est de constater que Moscou n'a pas vraiment envie de rouvrir les vannes, bloquées à 20% de leur capacité maximale. Pire, Vladimir Poutine insiste, non sans ironie, sur la faisabilité technologique de rouvrir Nord Stream 2, le controversé second gazoduc de la Baltique, en proie à la rage des Américains qui ont tout fait pour stopper et ralentir sa construction. La réouverture de Nord Stream 2 par les Allemands serait vue comme un aveu de faiblesse face à une Russie qui, in fine, arriverait à ses fins. La stratégie russe actuelle pour casser l'alliance qui s'est construite contre elle se base principalement sur le fait d'exercer une pression maximale sur le principal pays fragile d'un point de vue énergétique en Europe, la République fédérale allemande. La Saxe et la Bavière commencent déjà à grincer des dents poussés par leurs citoyens qui s'inquiètent de passer un hiver sans chauffage. Le gouvernement d'Olaf Scholz est dans une situation bien délicate. Quel gain pour la Russie ? Les principaux succès russes en Ukraine se trouvent au sud du pays. La ville de Kherson, sur la rive ouest du Dniepr, lui assure l'approvisionnement en eau de la Crimée. La centrale nucléaire de Zaporijia garantit l'électricité dans toutes les zones occupées. Et enfin, le littoral de la mer d'Azov termine de transformer ce bout de mer Noire en grand lac russe. À l'est, dans le Donbass, les forces russes avancent péniblement, mais ces territoires conquis sont de faibles intérêts stratégiques, si ce n'est économiques, avec les champs gaziers et pétroliers. Ces 6 mois de guerre ont mis hors combat quelques dizaines de milliers d'hommes de chaque camp. Les unités sont relativement épuisées par les combats intenses et les Russes, dont l'aviation n'a pas la maîtrise du ciel ukrainien et la marine n'a pas le contrôle de la partie occidentale de la mer Noire, a renoncé pour le moment à s'attaquer à la ville d'Odessa. Les Ukrainiens, qui avaient annoncé une vaste contre-offensive, n'ont pour l'instant pas donné de résultats très probants. Le front est stabilisé et morcelé de tirs d'obus de 155 mm. La guerre de mouvement du printemps a laissé sa place à une guerre d'usure. Reste à voir ce que l'armée russe nous réserve cet hiver, lorsque les forêts seront à découvert. L'enlisement ukrainien. Poutine a réussi à s'emparer d'1/5 du territoire ukrainien, mais n'a pas réussi à remplir ses 2 grandes missions initiales, remplacer le régime de Kiev et démilitariser la zone. Les Ukrainiens ne sont prêts à aucune concession et la guerre va vraisemblablement s'enlicer dans une forme d'Indochine moderne aux accents d'Irak en 2003. Il est étonnant de remarquer qu'un gouvernement conspué pour sa corruption et sa soumission aux oligarques s'est fort renforcé par 6 mois de guerre. Mais le soutien américain a permis cette prouesse, l'armée ukrainienne a fait face à l'armée russe, à grand renfort de milliards d'euros d'équipements militaires et de financements divers.
quoi qu'il en coûte pour l'avenir énergétique et économique de l'Europe. Conclusion. Concernant les enjeux énergétiques en Europe, il s'agit d'un tremblement de terre similaire au choc pétrolier des années 70. Les prix de l'électricité et du gaz explosent littéralement sur les marchés européens et français. Les prix du gaz ont augmenté de 355% depuis le début de la crise, celui de l'électricité a été multiplié par 5. Pour le reste de l'Europe, l'explication est simple, panne d'essence. En conséquence, le prix du numérateur produit par la centrale électrique fait grimper le prix de l'électricité. Sans compter que le prix de la tonne de CO2 que doivent payer les centrales électriques au gaz et au charbon polluantes a battu des records historiques, quadruplant en 2 ans. La guerre lancée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine le 24 février a déclenché une crise énergétique majeure en Europe, principalement à cause des sanctions européennes, et notre continent risque de faire face à une pénurie de gaz l'hiver prochain. Les prix du gaz comme ceux du pétrole ont déjà grimpé en flèche sur les marchés où la Russie est l'un des principaux exportateurs, ce qui a eu de graves répercussions sur l'activité économique. L'Allemagne et les pays d'Europe centrale et orientale, fortement dépendants du gaz russe, sont clairement aux premières loges. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien via Tipeee, dont vous trouverez le lien dans la description. Nous essayons toujours de vous donner un point de vue géopolitique différent, marqué par l'histoire et les cultures. En attendant l'épisode suivant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur celui-ci dans les commentaires. À la prochaine.